l'occasion de cet atelier sur un sujet fondamentalement d'importance pour le système de santé, innovation et communication en santé. Alors vaste sujet, mais en même temps, on le sait, il y a quand même un intérêt majeur aujourd'hui à aller sur cette thématique. Avant de parler d'innovation, déjà d'évoquer le sujet en propre de la communication en santé. Communiquer en santé, et après je vais passer la parole à mes petits camarades, c'est plus que parler, c'est plus que poster des choses sur les réseaux sociaux, c'est vraiment être dans une démarche stratégique vis-à-vis de la façon dont je peux toucher une cible, en l'occurrence soit des professionnels de santé, soit des personnes soignées, soit le système de santé en lui-même, donc l'État, les politiques, les institutionnels. En tout cas, ça se réfléchit et ça s'articule autour d'une démarche qui est celle de l'impact et du ciblage proportionné d'une cible donnée. Cette idée, on s'est dit qu'aujourd'hui, dans le champ de la communication en santé, il y avait peu de choses, il y avait peu de ressources documentaires et de perspectives en propre sur ce sujet. D'où l'idée qu'avec Yann Bubien, qui est aujourd'hui le directeur adjoint de cabinet de la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, et moi-même, on s'est dit qu'il y avait un vrai sujet sur lequel il fallait aller pour à la fois aller solliciter des experts qui sont réunis ici, mais aussi réfléchir tous ensemble aux meilleurs moyens de communiquer avec à la fois l'existant et puis imaginer demain. Quelles seront les perspectives de la communication en santé de demain et comment demain on ira toucher une cible ou plusieurs cibles pour avoir vraiment quelque chose le plus impactant, donc de fait ayant un impact le plus pertinent possible sur le sujet. Alors pour évoquer cette vaste thématique, aujourd'hui on va valoriser différents experts, notamment Stanislas De Zutter qui est le CEO de Santé Academy, Isabelle Jourdan qui est la directrice de la communication de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, Marion Sinali, qui est la directrice générale de la Fondation des hôpitaux, qu'on connaît un peu plus sous le nom de son opération emblématique, les pièces jaunes. Hein. Je le dis quand même parce que c'est vrai qu'on reconnaît davantage la Fondation des hôpitaux à travers ça, mais ce ne sont pas que les pièces jaunes. Et puis enfin, Julien Levavasseur, qui a un brushing un peu abîmé parce qu'il pleut aujourd'hui, et qui est le CEO de Telos Santé, une agence notamment de conseil, un guichet unique, comme il se plaît à le dire. Et puis moi-même, qui serai le Philippe Risoli de l'après-midi, qui suis le conseiller paramédical de la Mutuelle nationale des hospitaliers et donc co-directeur de la publication. Pour commencer, je vais peut-être donner la parole à Isabelle Jourdan, notamment peut-être pour nous donner une vision globale du sujet de la communication en santé, à la fois en termes de contexte, puis peut-être évoquer à demi-mot pour ce premier tour quelques grandes thématiques qui sont des sujets majeurs pour l'assistance publique. Merci. Alors, moi, je vais plutôt vous parler d'un contexte qui s'impose à nous et qui est le contexte que moi, dans l'ouvrage qu'on a commis ensemble, j'ai appelé l'hôpital bashing. Ce sont des données qui ont une influence extrêmement importante sur, de mon point de vue, sur l'hôpital public, puisque c'est mon rôle aujourd'hui, c'est d'incarner l'hôpital public. Et ce que j'ai pu constater, c'est que autant les Françaises ont un attachement extrêmement fort à la santé publique, avec le baromètre Paul Delouvrier qui chaque année priorise et classe les services publics, autant celui qui dégringole le plus dans leurs perceptions et leurs attentions, c'est celui de la santé publique. Il est numéro 1 dans les préoccupations, mais il descend de plus en plus vite et de plus en plus fort. Il perd entre 3 et 11 points chaque année sur la satisfaction et la perception positive. Donc la question que ça pose, c'est d'où ça vient. Alors c'est multifactoriel, évidemment, ça on n'en doute pas, et il n'y a pas que l'hôpital pour ça. Mais dans ma responsabilité pour l'hôpital, pour la PHP, je me suis posé la question de l'influence que ça pouvait avoir et des effets, en fait, d'un contexte qui est quand même un contexte assez difficile, qu'on a vécu, en tout cas que moi j'ai vraiment observé de près depuis 2018, qui est la succession ininterrompue de papiers, notamment presse écrite, mais audiovisuelle aussi, sur la décrépitude et la dégradation de l'hôpital public.
ce qui en soi est une vérité, hein, que personne ne conteste. En revanche, une spécificité, c'est que c'est porté par les professionnels de santé eux-mêmes, qui sont eux-mêmes à l'hôpital public. Donc ça ne vient pas de n'importe où, ça vient de l'interne. Donc je ne conteste absolument pas le bien fondé des critiques et des dysfonctionnements qui sont pointés. Je me suis interrogée dans ce papier sur quels effets ça pouvait avoir, et notamment sur nos soignants et sur le personnel médical et paramédical, parce qu'au-delà du fait que ça peut un peu questionner nos patients sur finalement, est-ce que je peux avoir confiance dans l'hôpital et dans l'hôpital public si il est si mal en point qu'on le dit, alors qu'on partait d'un crédit extrêmement haut. Donc ce crédit s'effrite. Et par ailleurs, sur la partie soignant, on a été confronté, et cet hôpital-là, mais comme la plupart des hôpitaux, à une crise énorme d'attractivité, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à recruter. Et si on n'arrive plus à recruter, c'est que, enfin, je vais le dire un peu vulgairement, mais on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. C'est-à-dire que c'est à force de dire que l'hôpital se dégrade, il ne peut pas fonctionner correctement, et quand c'est porté par ses propres personnels, évidemment, ça crée un contexte extrêmement difficile, décourageant. Ça décourage en interne, donc les gens s'en vont. Ceux qui restent ont double ou triple dose de travail et finissent par décrocher aussi. Et donc, c'est la spirale négative qui s'installe. Donc, en termes de communication, c'est extrêmement difficile de remonter la pente dans un contexte comme celui-là, parce que ça ne dépend pas que de vous. Donc, la seule solution qu'on a, c'est de tarir la source. Puisque la source, ce sont les professionnels eux-mêmes. Il faut leur donner des raisons de ne plus porter ce discours-là, ou en tout cas de le nuancer, parce que même quand l'hôpital va mal, il y a quand même des hôpitaux qui vont bien. Il y a des services qui vont bien, il y a de l'investissement, il y a des nouveaux hôpitaux qui se créent, et ainsi de suite. Donc le tableau n'est pas si noir. Mais la spirale du déclin, entre guillemets, en tout cas psychologiquement, enfin, dans les représentations et les opinions, elle se met en route. Et donc vous ne pouvez pas recruter des gens si vous leur proposez de rentrer dans une institution dont la totalité des observateurs et même des acteurs internes dit qu'elle va si mal et qu'elle fonctionne si mal. Donc on a essayé, alors c'est pas très innovant en fait, la seule innovation c'est d'être à contre-courant et de dire que l'hôpital bashing c'est sans doute fondé mais pas justifié, enfin ça n'est pas une solution qui va nous permettre de sortir par le haut pour recruter des professionnels, pour leur donner envie de rester. S'ils restent, on a moins besoin de recruter et ainsi de suite. Donc la question qu'on s'est posée, c'est comment on fait pour partir dans l'autre sens et créer une spirale positive. Merci Isabelle. Alors justement, en parlant de contre-courant, Julien, est-ce que toi, de ton côté, alors avec ce regard plutôt de consultant d'abord, est-ce que du côté des entreprises, du côté des partenaires qui te sollicitent, est-ce que tu sens qu'il y a un réel besoin de révolutionner une stratégie de communication, d'investir de nouveaux outils de communication pour être pertinent dans le monde de la santé ? Merci Alexis, merci à tous d'être présents. En effet, avec ce regard, et je rebondis sur ce que dit Isabelle, c'est-à-dire que le bashing, on peut aussi le voir aussi comme une cyberattaque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose dans lequel nous sommes confrontés tous les jours et pour lequel il faut du coup réagir. Et après, dans la réaction, il va y avoir du coup de l'anticipation pour faire de sorte de faire mixer la communication, non pas comme une force d'attaque, mais plutôt une force de réponse à quelque chose, comme une démarche qualité. Et c'est pour cela que dans une première vie, avant d'être conseil et conseiller, j'ai d'abord été directeur qualité. Puis après, j'ai été dans une deuxième vie sur le sujet de la communication et aujourd'hui, je fais mixer les deux. C'est pour cela que dans l'ouvrage et dans l'article que j'ai pu un peu déployer, je fais mixer une démarche qualité avec ce que j'aurais aimé, et peut-être que dans 10 ans, ça pourrait exister, c'est une démarche communication. C'est une communication, ça ne doit pas être fait en tant que réponse de manière inopinée ou en one-shot, mais plutôt dans le temps. Et pour cela, il faut ancrer ça dans des processus et faire de sorte que ça puisse vivre au-delà de la réaction. Et pour cela, j'ai pris dans l'ouvrage l'exemple d'une cyberattaque. Aujourd'hui, nous sommes tous confrontés à la cyberattaque. Et la donnée de santé, c'est celle qui coûte la plus cher, au-delà de la donnée financière. Par conséquent, c'est un sujet qui va s'imposer à nous, qui doit être pris en compte pour pouvoir gérer ce risque. Et c'est dans cette gestion des risques qu'il va falloir du coup établir un plan d'action et faire de sorte de pouvoir la pérenniser avec des référents, des budgets, de l'expertise, parce que
on peut croire que la communication, c'est facile, parce qu'on manipule les réseaux sociaux depuis maintenant un petit peu de temps, qu'on a ancré les réseaux sociaux dans une démarche quotidienne, mais c'est pas parce qu'on sait faire une photo qu'on est photographe. Par conséquent, c'est un peu pareil avec les réseaux sociaux. Il faut savoir s'entourer d'une équipe de professionnels avec des expertises, monter des groupes pluridisciplinaires afin de pouvoir prendre de la hauteur sur la démarche, ouvrir la porte de la communication comme nous avons ouvert la porte de la qualité il y a de cela 20 ans avec les certifications, la HAS, la Haute Autorité de Santé, qui a fait la V 2010, la V 2014, la V 2020. On pourrait imaginer que demain, il y ait aussi un label communication qui permette de pouvoir aussi ancrer cette communication avec du benchmarking, des méthodes permettant aussi de pouvoir s'améliorer de manière continue par des processus, mais quelque chose de vérifiable et quantifiable. Donc on pourra étayer cela juste après. Merci Julien. Alors, tu as évoqué le sujet de l'expertise et c'est vrai qu'effectivement, au niveau de la communication, il y a une réelle expertise à mobiliser et d'autant plus sur des sujets bien précis comme on peut les mobiliser à la Fondation des Hôpitaux, puisque sur les stratégies de mécénat, l'enjeu de communication il est fondamental puisqu'il est activateur pour grande partie, voire même en totalité, des levées de fonds qui vous sont utiles, notamment à la Fondation des Hôpitaux. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Marion ? Bonjour à tous. Effectivement, alors la Fondation des Hôpitaux, c'est Piège jaune depuis 35 ans. Et donc, c'est une fondation qui est financée exclusivement par la générosité du public, soit les donateurs privés, soit les entreprises. Et on le voit dans le moment dans lequel est l'hôpital aujourd'hui. La Fondation des Hôpitaux, elle a un rôle qui est de plus en plus prégnant. Avant, quand on a été créé, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. C'était améliorer le quotidien des enfants qui étaient hospitalisés. Et maintenant, on a réellement des projets qui nous sont déposés, des projets de prise en charge, des projets de santé, sans lesquels un financement hybride, comme je dis, donc du mécénat, quel qu'il soit par la Fondation, soit par des fonds de dotation des établissements, ne pourrait pas voir le jour. Et pour pouvoir aider ces établissements, c'est indispensable qu'on puisse avoir une réelle communication, qu'on puisse donner à voir ce qui se passe sur les hôpitaux et donner à voir des choses positives. Justement, ces projets qui se réalisent, ces projets innovants qui viennent du terrain, qui viennent vraiment des équipes, pour qu'on puisse continuer à collecter. Et nous, l'enjeu qu'on a eu, c'était de pouvoir ne plus travailler comme on avait travaillé historiquement à la Fondation, c'est-à-dire que c'était sur l'image de Bernadette Chirac, c'était sur la notoriété que Piège jaune pouvait avoir. Mais aujourd'hui, on le voit au niveau des entreprises, il y a des vraies politiques RSE qui sont développées avec des stratégies qui sont portées par les conseils d'administration. Et donc nous, il faut qu'on puisse y répondre, il faut qu'on puisse rentrer dans une évaluation, qu'on démontre nos axes d'intervention, nos modalités de financement et aussi qu'on évalue toutes les actions qu'on peut porter. Donc effectivement sur les enfants, les ados, sur les personnes âgées, sur les soignants. Et donc tout notre enjeu, c'est comment on communique bien, mais à la fois comment on communique vers des mécènes pour lesquels ça va parler, ça va répondre à une politique RSE, mais aussi comment on communique vers un grand public qui considère que l'hôpital est porté par l'État, que la chose de l'hôpital, c'est porté par les pouvoirs publics. Et donc comment on communique à travers tous ces éléments-là vers la population pour leur dire continuez à donner parce que l'État ne peut pas tout et il faut que nous on puisse aider aussi par vous. Et ça c'est toute la difficulté dans laquelle on est dans notre communication parce qu'on a différents interlocuteurs et on doit convaincre du bien fondé de ce positionnement de oui, la santé peut aussi passer par du mécénat. Merci Marion. Alors oui, effectivement, le positionnement est indispensable et notamment, on blague avec le sujet des pièges jaunes, mais voilà, ça c'est un vrai sujet, c'est emblématique de la question du positionnement. C'est qu'aujourd'hui, au-delà des pièges jaunes, il y a d'autres activités sur lesquelles la Fondation exerce un rôle et une influence. Et donc ça veut dire qu'aussi votre stratégie de communication, c'est d'englober au-delà des pièges jaunes tous vos projets et toutes vos actions de mécénat, d'où l'idée que derrière, il faut trouver aussi de nouveaux leviers, donc de l'innovation pour aller chercher un autre public
parfois même en dehors de l'écosystème santé à proprement parler, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à aller chercher, et c'est assez naturel, on va piocher à côté de nous, et puis on se dit, bon, bah, ça va aller comme ça pendant quelques années. Finalement, ça va quand même pendant quelques années, mais au bout d'un moment, on se retrouve face au plafond de verre. Il faut sortir de ce cadre-là. C'est l'idée aussi de l'attractivité, de la démarche concurrentielle, de la démarche qualité, et justement, même au niveau de la pédagogie aujourd'hui, il y a un vrai enjeu autour de la communication parce qu'on a face à nous une nouvelle génération d'étudiants en santé, voire même de professionnels de santé qui, eux, s'engagent dans une démarche de formation continue et qui ne sont plus attentifs aux mêmes canaux de communication qu'il y a 15 ou 20 ans, pour plein de raisons, encore une fois. Mais aujourd'hui, il y a un vrai enjeu à mobiliser de nouveaux outils, de nouvelles approches pédagogiques qui ont une valeur au-delà de la transmission de savoir, de communication. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Stanislas? Oui, bien sûr. Bonjour. En fait, je voudrais revenir sur ce que disait Isabelle. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Je pense que ça résume vraiment bien le problème. En fait, on parle d'innover en communication, comment on peut super bien communiquer auprès des professionnels de santé, notamment parce qu'a priori, des patients, on en a assez. Donc, c'est plutôt auprès des professionnels de santé en général qu'on va chercher à communiquer quand on est un établissement, un hôpital, quand on est un territoire, parce que c'est devenu une ressource rare, c'est devenu une ressource précieuse. Et cette expression, en fait, ce qu'elle souligne, c'est que communiquer super bien pour vendre un produit qui est pourri, ça marche pas. Et en fait, quand on parle de communication en santé, on parle de marque employeur très souvent parce que justement, il y a cet enjeu de réenchanter un peu le métier, l'envie d'aller s'engager, notamment dans l'hôpital public, pas que. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la communication, c'est la partie visible de l'iceberg. Cet iceberg, en réalité, c'est tous les leviers qu'on a pour réenchanter ce métier-là, redonner envie aux gens. Il y a des soignants qui partent de l'hôpital parce qu'ils manquent de reconnaissance, parce qu'ils manquent de valorisation, parce qu'ils manquent de visibilité sur leur métier. Au global, ce qui leur manque, c'est une perspective. Personne ne peut se projeter pendant des années à l'hôpital ou ailleurs sans avoir de perspective. Et on a des soignants qui trouvent du sens dans leur métier. C'est un métier qui est extrêmement noble, mais qui n'ont plus de perspective, qui ne sont plus valorisés. Et c'est ces leviers-là sur lesquels on peut avoir de l'action. Il y a des leviers plus structurels. Il y a le salaire, il y a les conditions de travail. C'est des leviers qui sont un peu plus difficiles à actionner dans ce milieu-là. Mais il y a des leviers sur lesquels on peut agir. Et finalement, agir sur ces leviers, c'est montrer aux soignants qu'on les valorise, qu'on croit en eux, qu'on a envie d'investir sur eux. Et investir sur eux, c'est les former, c'est développer leurs compétences, c'est leur dire qu'on les voit sur le long terme, qu'ils sont dans un écosystème qui change beaucoup. Et à Made in Tech, on est quand même bien placé pour voir que c'est un écosystème qui bouge énormément. Donc, ce qu'on essaye de promouvoir, nous, chez Santé Academy, quand on va travailler avec des établissements, des hôpitaux, c'est cette idée de l'hôpital apprenant, en fait. C'est l'idée d'un hôpital qui se renouvelle en permanence, qui investit constamment sur ses professionnels de santé, sur ses soignants, sur l'ensemble de son personnel, et qui leur dit « on croit en vous, on va vous aider à vous projeter dans la durée, on va vous aider à vous développer, à créer de nouvelles compétences et puis à vous maintenir à jour, tout simplement. » Et une fois qu'on a ça, on a un produit de qualité, entre guillemets, pour rester dans la terminologie de la communication. On a une marque employeur qui est basée sur de la sincérité, sur quelque chose de concret, parce qu'on a des gens qui restent et qui se projettent et que finalement on a créé un hôpital qui est redevenu attrayant et engageant. Et c'est ça le travail de fond. Ensuite, la communication, on pourra trouver tout plein d'outils, tout plein de paillettes à mettre par-dessus, mais au moins le fond il sera. Merci Stanislas. Alors effectivement, parler des paillettes, c'est aussi quand même le côté bullshit de la communication. Non, mais tu fais bien de l'évoquer parce que c'est vrai que quand on parle de communication, on a tendance à penser que c'est bonne nuit les petits et on jette du sable et tout va bien et ça va bien se passer. En l'occurrence, c'est effectivement la partie visible de l'iceberg et qu'il y a un gros travail en amont, voire même en aval également, parce que parler de marque employeur, c'est aussi la sécuriser. Et en aval, il y a un travail également à sécuriser cette marque employeur. Parce que la boutique a beau être jolie, si à l'intérieur c'est pourri,
et que les murs vous tombent dessus, bon, ça peut rapidement casser cette image de la marque employeur. Donc, est-ce que, moi, ce que j'aimerais bien, c'est, parce qu'on est dans un atelier, et ça n'a pas du tout aujourd'hui la forme d'un atelier, on ne met pas les mains dans le cambouis, mais aujourd'hui, l'idée, c'est que les gens repartent quand même avec quelques tips, des choses assez opérationnelles dans leur quotidien. Est-ce que vous avez en tête 2 ou 3 outils assez facilement mobilisables dans un quotidien, soit de manager, soit de soignants, soit d'associatifs, de fondations, d'acteurs un peu de cet écosystème santé à donner au public? Julien, peut-être? En effet, l'image de marque est aujourd'hui très importante, que ce soit la marque employeur, mais aujourd'hui nous sommes tous des marques. On laisse des traces partout où on passe sur les réseaux sociaux. Par conséquent, nos actes ont des conséquences et il est très important de le savoir. Et aujourd'hui, voilà, l'image de marque, elle est difficilement acquise. Et par contre, elle peut se perdre très rapidement. C'est comme un client, on va dire, un client qui peut être aussi un patient, qui consomme un système de soins, peut aujourd'hui du coup être satisfait et il va le dire qu'une fois, tandis que quelqu'un qui est mécontent va plutôt le dire 10 fois. Donc c'est là où on voit toute la difficulté. Et aujourd'hui, si on prend l'exemple de la SNCF, on retient que les trains en retard. Mais si on le pondère, il y en a en principe qu'une petite partie, en principe. Mais dans la mémoire collective, on retient que cela. Et c'est pour cela que c'est un travail dans le temps et le fond et les paillettes ne suffisent pas. Parce que dès lors qu'il y a un écart entre l'image souhaitée et l'image perçue, là, si l'écart est grand, il est difficilement du coup comblable et on peut le combler de manière compliquée. Donc après, il peut y avoir des méthodes. Moi, je vous encourage que l'on soit soignant, dirigeant, manager ou ne serait-ce consommateur d'un système de soins qui souhaite contribuer à l'amélioration continue de son hôpital de proximité ou alors de l'hôpital dans lequel séjournent ses parents, et ben, on peut regarder les référentiels. Les référentiels, c'est ce qui note les établissements sur la démarche qu'ils entretiennent, sur les soins et puis sur la vie de l'établissement. On pourrait imaginer que on fait un contrôle F, je crois. On regarde du coup les mots-clés du référentiel de la certification et on met juste communication. Là, on va voir tous les critères qui remontent et on peut voir tous les points sur lesquels la communication est reliée dans les processus de l'établissement. Et à partir de là, il y en a au moins 80% des points où on peut rattacher le mot communication avec tout ce que cela représente via une démarche d'amélioration. Et par conséquent, on peut agir sur les 80 critères. On pourrait imaginer ne serait-ce que agir sur 10%. Si chacun commence à agir, c'est-à-dire qu'il devient responsable et il devient dans l'action. Et à partir de là, c'est là où une dynamique est créée. Et cette dynamique, il faut qu'elle soit pluridisciplinaire. Quelqu'un qui travaille tout seul dans son bureau en tant que directeur qualité, c'est qu'il doit être sur le terrain. Le directeur ou le responsable communication ou le référent en charge de la communication doit être sur le terrain. Il doit évangéliser, il doit faire comprendre son travail à d'autres. Et il doit aussi s'accompagner de soignants. J'aime beaucoup les regards croisés. Un soignant, un technicien qui peut être aussi un chargé de com ou un responsable en charge de la communication avec un dirigeant, avec un aidant. Voilà, c'est un groupe robuste qui peut être intéressant à mener et surtout à pérenniser. C'est pas le tout de faire du one shot parce que c'est le moment de faire les pièces jaunes. On sort les boîtes et sauf que les pièces jaunes c'est toute l'année. C'est pas juste un mois ni 2 mois. C'est l'aide il est constamment. 92 111. Merci. C'est placé. Il n'y a pas que les... Donc voilà, pluridisciplinarité, ouverture d'esprit, référentiel qualité. C'est des sujets qui vont être intéressants à avoir et puis surtout retour d'expérience. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de réinventer la roue ni l'eau chaude. Des choses existent. Il faut aller sur le site de l'ANS, l'Agence nationale de la santé numérique, qui nous permettent de pouvoir avoir des retours d'expérience sur les cyberattaques et sur les actions qu'ils ont pu mettre en place pour s'améliorer. Donc, si on regarde ce qui a été déjà fait dans le passé, si on fait ne serait-ce que 50% des actions en les personnalisant, c'est pas tout de faire du copier-coller, ça ne marchera pas. On va pouvoir s'inspirer, mais on va pouvoir aussi harmoniser et communiquer. Et à partir de là, déjà, il y aura déjà quelque chose de profitable. Et après, discuter, partager, s'ouvrir et non pas juste faire quelque chose dans son coin. Des solutions, il y en a partout. Il faut juste prendre le temps de les regarder, les utiliser et puis les personnaliser.
Merci Julien. Alors à qui je vais donner la parole? On a parlé piège jaune. Voilà, Marion. Non, je ne ferai pas d'appel à don tout de suite. Simplement, ça paraît vraiment bateau, mais en fait, je vais dans le sens de Julien, c'est-à-dire que il faut donner à voir ce qui est positif, ce qui marche au niveau local. Moi, je crois beaucoup aux forces des territoires et vraiment aux projets qui sont remontés par les équipes soignantes, et c'est elles qui en parlent le mieux, effectivement dans des regards croisés. Et donc, il ne faut pas hésiter à énormément communiquer sur ces projets qui sont, même à l'échelle d'un petit hôpital, mais qui fonctionnent, qui marchent, parce que c'est des choses qui peuvent être dupliquées. Et encore une fois, il faut donner à voir pour la population générale, mais aussi pour tous les partenaires qui pourraient être autour et soutenir. Parce qu'aujourd'hui, je suis convaincue d'une chose, c'est que la santé, on ne pourra pas la faire sans des mécènes, sans ces autres financements. Tous les crédits nationaux ne pourront pas permettre de lancer l'ensemble des projets que l'hôpital veut porter. Et donc, il faut absolument montrer toutes les forces vives et tous les projets innovants, toutes les expérimentations, tout ce qui existe à l'hôpital. Et donc, voilà, c'est donner à voir, communiquer, même au niveau local. Et la presse aussi, la presse locale est toujours très, très friande de connaître ce qui se passe sur son territoire. Donc, si vous avez la possibilité de lever ces points-là, c'est des choses qui sont hyper importantes dans la communication. Alors déjà, je précise que mettre des paillettes, ça peut être très positif quand même, avant de me faire tacler à la gorge par Isabelle. Tu demandes des outils faciles à mettre en place. Je vais forcément prêcher pour ma paroisse. Je parlais de développer un hôpital apprenant. Déjà, il y a des choses toutes simples. C'est proposer de la formation à l'ensemble des professionnels de santé à l'hôpital, pas que aux médecins qui font la démarche et qui vont le faire de leur côté, mais aussi aux aides-soignants, aux infirmiers, à l'ensemble du public au sein de l'hôpital. C'est devenu impossible aujourd'hui d'envoyer nos quasiment 2 millions de soignants en formation dans une salle de classe. Donc, on développe des solutions digitales pour permettre de redonner accès à la formation à l'ensemble des professionnels de santé. C'est un outil. Il y en a beaucoup d'autres. Mais bon, je suis un peu obligé de mentionner celui-là parce que je pense qu'il est fondamental quand on parle de communication, de marque employeur, et de réenchanter ce métier-là. Ça va de pair avec une bonne communication, c'est d'aller redonner du sens, former les gens. Je vais parler des paillettes. Juste deux choses. La première, c'est que je trouve qu'on manque d'objectivité. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas depuis très longtemps à la PHP. La première question que je me suis posée, c'est on a une newsletter interne qui passe par mail toutes les semaines. Et j'avais la moitié des gens qui me disaient « personne ne le lit » et l'autre moitié qui me disait « tout le monde le lit ». Le problème, c'est que je ne savais pas en fait qui avait raison, sûrement aucun des deux, mais que pour objectiver des choix à faire, je manquais de données. Alors, le digital permet beaucoup de choses pour avoir des données, mais ça ne vous dit pas forcément les comportements des gens. Donc, une des premières choses que j'ai faites, c'est faire travailler des groupes et faire des entretiens quali pour savoir comment circule l'information dans l'hôpital, qui lit quoi, qui s'informe comment, par grande catégorie de population, l'aide-soignante, le brancardier, le jardinier, le PH, le PUPH, le chef de service, le cadre de soins. Ils ont tous des pratiques et ils ont tous des attentes qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc ça m'a permis d'avoir une sorte de carte dans laquelle je sais à peu près, c'est pas un sondage scientifique, hein, c'est une enquête, ce qu'on appelle qualitative, mais assez détaillée. Je sais à peu près aujourd'hui que l'aide-soignante, elle va plutôt trouver l'info via l'appli. On a une appli qui correspond à notre intranet, alors que parce qu'elle n'a pas de mail et qu'elle n'a pas d'ordinateur. Alors, elle a un mail, la PHP, mais elle ne le consulte pas. Donc, voilà. Il faut faire avec le réel. Donc, voilà, ces outils qui sont un peu des outils de diagnostic nous permettent quand même de piloter un peu plus intelligemment, de freiner les ardeurs de ceux qui font des mails à tous les 4 matins. Parce que chacun considère qu'une fois qu'il a envoyé son mail, il a fait le job. Donc, en fait, ce qui arrive dans les boîtes mail, delete, parce qu'en fait, personne ne peut les lire, à part les trucs très, très importants. Voilà. Donc, en fait, on a... L'outil diagnostic, ça, c'est vraiment, je trouve, quelque chose qui, nous, dans
dans notre position de siège et un peu de coordinateur de l'ensemble des 38 hôpitaux, c'est indispensable pour savoir ce qu'on fait. Bon, ça, c'est un exemple. Le deuxième exemple, c'est on a ce problème d'attractivité. Donc, évidemment, ce n'est pas la communication qui crée les nouvelles conditions de travail de nos soignants. Hein. C'est toute une démarche qui a été initiée en décembre 22 et donc sur toute l'année 23, 24, 25, avec des nouveaux schémas horaires, du tutorat, de l'accès au logement, des tas de mesures qui améliorent les conditions de travail réelles. Donc ça, on ne peut pas communiquer sur du vent, contrairement aux paillettes, n'est-ce pas ? Mais par ailleurs, sur l'attractivité, on a essayé de trouver quel était le message qu'on pouvait faire passer aux jeunes. Alors aux jeunes dans les IFSI, parce que même dans les IFSI, qui sont ceux de la PHP, nos étudiants ne viennent pas chez nous. Donc c'est quand même un problème. Et y compris aux internes. Alors les internes, c'est une population un peu particulière, mais les études de médecine passant par les CHU, c'est quand même un peu plus facile. Ouais, vous pourrez témoigner, vous êtes interne ? Eh bien, super, vous pourrez témoigner. Les internes, c'est une population particulière qui ne se sent pas, de ce que je ressens, pas nécessairement appartenir à un hôpital ou à... Voilà, c'est plutôt à l'hôpital public, au système, mais pas nécessairement à un seul... Exactement. Bref, tout ça pour dire qu'on a essayé de trouver quel était le dénominateur qui était susceptible de mobiliser. Et je ne sais pas si on a trouvé le bon, mais on a trouvé une signature commune et on a rationalisé toute la communication de recrutement sur une seule bannière. Ce qui permettait de faire converger nos équipes, que chacun ne publie pas son petit post sur X, ou sur ex-Twitter, pour dire « Je recrute une infirmière pour le service de pédiatrie du docteur Duchemol dans tel hôpital ». Ce qui ne sert à rien, parce que personne ne m'a jamais prouvé que X permettait de recruter qui que ce soit. En revanche, quand on a des actions volontaristes sur une seule bannière pour tous les postes disponibles à la PHP, en mettant en avant non pas tant le poste X, mais plutôt tout ce qu'on offre à côté, c'est-à-dire le tutorat, les bourses pendant les études, l'accès à un logement étudiant, les contrats qui permettent de financer la fin des études et le début. Voilà, on a des choses à dire, mais c'est pas en se dispersant qu'on a des résultats. Donc je pense qu'en termes de marque employeur, avoir une bannière commune pour tous les hôpitaux, ça aide quand même à une certaine efficacité. Merci Isabelle. Alors, il se trouve que dans le public, il y a un autre auteur de l'ouvrage Innovation et communication en santé. J'ai un tropisme particulier pour cet auteur puisqu'il appartient à la même communauté que moi, puisqu'il est du service santé des armées. Hugues Lefort, si tu veux bien venir. Médecin urgentiste de son état. Alors, il est assez méchant. Hein. Faut faire attention à la façon dont vous l'approchez. Hugues, en quelques mots, est-ce que tu peux nous donner un peu ta vision? Parce qu'on sait que dans le service santé des armées et puis dans l'armée, la communication, c'est fondamental parce que c'est des enjeux opérationnels. Enfin, pour plein de raisons, la communication apporte quelque chose de supplémentaire dans nos relations de travail et dans nos relations militaires. Est-ce que tu peux nous donner un peu ta vision du sujet en relation avec la santé? Alors, oui, donc les armées, en fait, quand il s'agit de communication, on a des chargés de communication. Donc, quand on est en temps de crise, généralement, on a les mains dans le cambouis, surtout en tant qu'urgentiste. Et donc, on met une temporalité. Ça, c'est un outil, par exemple. On dit, dans 10 minutes, on viendra vous donner de l'information. Et on se tourne vers quelqu'un et dit « Est-ce que tu peux me chercher le chargé de com ?» D'accord ? Et par principe, on ne parle que de ce que l'on connaît. Et ce que l'on fait au quotidien, ça évite en fait de ne pas utiliser les bons éléments de langage et de parler en fait tous le même langage. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, donc je vous ai fait dans le livre 2 chapitres et il me semble que pour réenchanter le travail, et j'aime beaucoup cette phrase, réenchanter le travail, c'est prendre soin. Et en fait, c'est du sens de la responsabilité. Et je crois que la responsabilité, elle nous appartient à tous, au plus petit échelon, jusqu'au directeur d'hôpital et même jusqu'au ministre. Et prendre soin, c'est avant tout un acte de présence. Acte de présence à soi-même, avant,
D'accord ? Et donc l'exemplarité, la façon de vivre son travail fait qu'un stagiaire, quand il arrive, la façon de présenter son travail au quotidien, de faire les gestes techniques, de l'accompagner, fait qu'on lui donne envie. Et on lui donne envie de rejoindre l'équipe. Pour donner, il faut avoir. Donc d'abord prendre soin de soi-même. Et ça, c'est l'échelon le plus petit. L'échelon du service ou de l'hôpital, eh bien, il faut prendre soin de ses personnels. Ce qui leur permet en fait de pouvoir apporter une meilleure qualité de prise en charge pour les patients. Prendre soin donc soi-même, prendre soin de l'autre, donc du patient, et puis prendre soin aussi du système. Et ce modèle ternaire que je vous propose, et qui n'est pas tout récent, hein, mais que je vous propose, ben, au quotidien, on peut le vivre. Et lorsqu'on en oublie un, on se plante toujours. Lorsqu'on est dans un comité de direction et qu'on parle du meilleur parcours de soins du patient pour faire le plus d'argent possible et qu'on oublie le patient, eh ben on va mettre un patient en unité de soins continus alors qu'en fait il pourrait rester aux urgences et après faire un fast track en fait sur les services. Parce qu'il va rapporter plus d'argent et peut-être que en fait, ça va porter préjudice à un patient qui aura vraiment besoin de l'unité de soins intensifs. Donc il faut toujours penser les trois à la fois plutôt qu'aujourd'hui dans une vision plutôt binaire qui vient avec le numérique en santé, notamment le numérique, donc toi, moi, ou moi le système, ou le système et toi. L'autre chose aussi, c'est une vigilance, donc avec la responsabilité, c'est une vigilance sur la valorisation. Et la valorisation au quotidien, elle doit être multi-tuyaux, multifacteurs. Et c'est vrai que je vous parle un peu de la base. Nous, c'est vrai que dans le service de santé ou dans les armées, on a les médailles. Et les médailles ne font pas l'homme, c'est l'homme qui fait les médailles. Et beaucoup de médailles ne sont jamais données. Et pourtant, en fait, le militaire, il vit sa vie, il vit avec ce qu'il a fait. Et parfois, il y a des médailles qu'on n'a pas envie de porter et qu'on porte quand même. Mais la valorisation, elle se fait aussi sur l'accompagnement, par exemple, à la publication, la communication, à la communication. Aujourd'hui, je suis effaré par le gap qu'il y a entre, le trou qu'il y a entre, mais on est à Made in Tech, c'est tout en anglais là, les aphorismes et tout, qu'il y a entre tout l'univers paramédical et l'univers médical. L'univers médical, on sait valoriser, on sait faire de la recherche clinique. Les paramédicaux, il y a des leviers, c'est monstrueux, c'est la difficulté qu'il y a à pouvoir sortir du syndrome de la pointeuse. Et Alexis, il le sait très bien, le nombre d'heures en fait, qu'il fait au-delà du travail. En fait. Il n'arrive pas au boulot, il pointe et il sort, il pointe et c'est terminé. Non, il va continuer en fait, à publier, il va essayer d'améliorer en fait, le système et ça donne envie. Et dans un système, moi, par exemple, quand je suis arrivé dans l'Est, système hyper concurrentiel pour les soignants, et ben on a recruté, on a remonté le service. Pourtant, rien ne s'y prêtait. Cultiver son petit jardin au quotidien permet de récolter. Le chef de service, le cadre, il continue à demander. S'il a, tant mieux. S'il n'a pas, en fait, on sait ce que nous, on va récolter. Donc ça, c'est des choses très simples du quotidien. Mais donner l'exemple, se sentir responsable. On parle beaucoup de leadership aujourd'hui. Mais est-ce que vous êtes des bons followers? Est-ce que vous êtes des gens qui sont capables de suivre? Et c'est vrai que le charisme, c'est être aussi bien capable de suivre que d'être suivi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le sens de cette responsabilité qui incombe à tous. Bon, bah, garde à vous. Merci, mon colonel. Bon, je ne sais pas quoi dire. Non, merci, Hugues, pour ce regard. Bon, voilà, je trouvais intéressant d'avoir aussi cette approche plutôt militaire du sujet, parce que c'est quand même quelque chose qu'on développe assez régulièrement, et qui n'est pas seulement que militaire, parce que tes travaux ne sont pas seulement que d'inspiration militaire. Voilà, tu couvres un large spectre, à la fois dans ton domaine des urgences, mais aussi dans le savoir-être, dans le leadership, dans le fellowship, etc., etc. Moi, je retiens 3 mots de ce que vous avez dit. Alors, le 4e, ce seront les paillettes, mais ce ne sont pas les mots principaux. Il y a la responsabilité, qui est une responsabilité à la fois individuelle et collective, quand on parle de communication en santé. Le 2e mot, c'est celui de la marque employeur, qui me semble être quand même quelque chose assez récent dans le monde de la santé. On a encore un peu de difficulté à évoquer le sujet de la marque employeur, alors que c'est une réalité. Si on veut embarquer un maximum de soignants, si on veut les conserver au sein de son établissement, ben, comme toute entreprise classique, la marque employeur est fondamentale. Et c'est pas seulement que le petit bisou sur le front et le nouveau micro-ondes, c'est tout un ensemble de choses qui font que la marque employeur est valorisée. Et le dernier point qui me semble être important, c'est celui aussi du ciblage. C'est-à-dire
on ne parle pas de la même manière à un agent de service qu'on évoque des sujets avec un PUPH. Non pas que l'un est plus bête que l'autre, non. C'est seulement que les canaux de communication, l'appétence, le tropisme, la façon dont ils regardent les sujets est absolument différente, voire même parfois c'est plus compliqué de s'adresser à un PU que de s'adresser à une ASH. Donc il faut aussi essayer de remettre beaucoup de pragmatisme dans la communication en santé dans nos établissements, mais aussi en ville, pour avoir, et on le voit, je prendrai l'exemple du sujet de la santé des soignants. Aujourd'hui, un soignant sur 2 consomme 5 verres d'alcool dans notre panel interrogé, hein, donc 50 000 soignants. Un soignant sur 2 consomme 5 verres d'alcool par semaine. Ça veut dire qu'au-delà de la charge de travail, de la charge mentale, qui est un sujet santé des soignants, ça veut quand même dire que les messages de communication de santé publique ne sont pas appréciés, ne sont pas assimilés, ne sont pas compris, y compris par des professionnels de santé qui, a priori, ont une formation scientifique qui leur permet de comprendre l'influence négative que l'alcool pourrait avoir sur leur propre santé. Donc si un professionnel de santé n'est pas lui-même convaincu de quoi que ce soit, et on parle à la fois d'attractivité, donc pas convaincu de son établissement et pas convaincu des messages de santé publique, il n'arrivera pas à embarquer le système, et ça rejoint ce que Hugues évoquait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas évoquer seulement le sujet pour soi-même quand on parle de communication, mais c'est tout un ensemble, il faut avoir une vision la plus holistique possible, et c'est l'idée de cet ouvrage qui a réuni plus de 40 auteurs autour d'un sujet qui semble un peu fumeux, qui est la communication en santé. On peut penser que c'est bullshit, que ça ne veut pas dire grand-chose, mais en fait, a priori, puisque là on a parlé de choses assez opérationnelles, ça veut dire énormément de choses. Et pour les années à venir, la communication en santé et les innovations qui graviteront autour de ce sujet seront un enjeu, je pense, assez majeur du système de santé. Alors un grand merci à mes co-auteurs et un grand merci également à notre éditeur Sébastien Clément du groupe LEH qui a porté cet ouvrage. Et bon, Julien va faire le commercial. Vas-y, tu peux passer. Il y a un côté télé-shopping. Alors... Oui, on va. Oui. Alors, cet ouvrage, il est disponible. Hein, vous pouvez le trouver sur Internet. Mais alors ça, je suis pas absolument pas commercial, donc je vais pas beaucoup aller sur le sujet de la vente de bouquins. En revanche, parce qu'il nous reste un peu de temps, on peut répondre à vos questions avec grand plaisir, et ça nous permettra de conclure ce temps d'échange qui est assez riche. Un grand merci à vous, en tout cas. Bonjour, je suis Guillaume Bailly, je suis le président de l'ISNI, donc l'intersyndicale nationale des internes. Et là, vous avez le bureau qui est rassemblé. Je suis aussi interne en cardiologie à Paris. Et je lisais vos newsletters. Rassurez-vous, ça fonctionne. Je fais partie des 50% du coup des bons élèves. Non, mais la communication en santé, alors nous en tant qu'intersyndicale, on n'a pas forcément les mêmes missions, les mêmes prérogatives que les vôtres. Par contre, on se pose quotidiennement la question avec mon bureau de comment toucher au plus proche les internes. Et c'est un défi de tous les jours. Alors on engage des gens pour nous aider, tout ça. Et puis on a réfléchi aussi à la stratégie de communication, et ça fait écho à ce que vous avez dit tout à l'heure. On se rendait compte dans les dernières années qu'on communiquait beaucoup, un petit peu parfois avec un certain catastrophisme. L'hôpital brûle, les internes se suicident, un interne se suicide tous les 18 jours. Des chiffres qui ont été vrais à une époque, qui sont extrêmement difficiles à vivre pour nous aussi en tant que référents des internes nationales. Mais on a aussi constaté que les gens sont bombardés d'informations au quotidien et que ces informations, ils ont plutôt tendance à les mettre de côté. On a essayé un nouveau paradigme l'année dernière. On a fait une campagne de communication qui s'appelle Ogilvy, Hippocrate 2024-2023, et on s'est fait aider par Ogilvy, qui est une boîte de publicité internationale qui est actuellement sur Coca-Cola et Decathlon, donc une grosse boîte. Un contrat de mécénat qui nous a mis à disposition un contrat à plus de 100 000 €, enfin une équipe exceptionnelle qu'on a menée, et on s'est filmé en récitant le serment d'Hippocrate qu'on a revisité. Je jure que je soignerai les mamans malgré la fermeture des maternités. Comme un message de positivisme poussé à l'extrême pour dire on est tous conscients que les conditions de travail sont difficiles, mais en tout cas en tant que jeune médecin, on a aussi conscience qu'on fait tourner le système de santé et on ne va pas abandonner pour autant. Et sans surprise, c'est la communication qui a le plus fonctionné. On a fait 3 millions de vues. Ça a été vu partout. Ça a été vu au niveau de TF1, des journaux télévisés. Je pense que beaucoup de gens du monde de la santé ont vu cette communication. On a compris que c'était une autre façon de communiquer. Aujourd'hui, on essaye d'être dans le portage de ces valeurs-là.
on a du mal, objectivement, à nous faire entendre. Et je voulais rebondir parce que ça a fait écho. J'ai parlé avec un doyen, je ne vous dirai pas d'où, mais avant-hier, qui m'a dit exactement la même chose. Les internes n'ont pas ce sentiment d'appartenance. Je pense qu'il faut qu'on s'allie ensemble, qu'on combatte pour que justement les internes se disent l'hôpital c'est ma maison, comme c'était le cas auparavant. J'y me suis formé, j'ai rencontré peut-être mon épouse, j'ai rencontré mes amis, mes collègues, j'y ai fait ma vie. Et c'est vraiment là où le gouvernement a besoin de s'investir pour nous aider à redonner ce positivisme chez les plus jeunes qui aujourd'hui ont plutôt tendance à quand même déserter le monde de la santé, qui plus est l'internat, qui a des conditions de travail qui sont quand même extrêmement compliquées. Pour autant, le message que je veux faire passer, c'est que vous aurez toujours en face de vous des gens qui ont envie de travailler. On parlait de temps de travail, on parlait de l'enquête temps de travail qu'on a publiée qui montre qu'un interne travaille 59 heures en moyenne par semaine. La question, c'est pas 59 heures et pas une heure de plus. La question, c'est comment on travaille, comment on consacre ces 59 heures. Et là, faites un test très simple, demandez comment sont consacrées ces 59 heures. C'est globalement au moins 41% des tâches qui sont allouées à des tâches extra-médicales. Donc je ne suis pas auprès du chevet de mon patient, je ne suis pas auprès de sa famille quand je fais un diagnostic compliqué. Donc en fait j'ai le sentiment que mon métier m'échappe un petit peu. Donc il y a autant d'éléments qu'on essaie de porter à l'ISNI, en tout cas sous mon mandat et avec mon équipe, et qui fait écho, je trouve, aux différentes communications. Ce n'est pas forcément le même créneau de communication parce que nous, on a des revendications à passer. Mais moi, j'ai fait l'expérience personnelle. La meilleure communication qu'on a faite, c'est Hippocrate 2023. Et c'était vraiment les jeunes qui s'engagent pour le système de santé. Et c'est comme ça que ça a bien fonctionné, quoi. Donc voilà, c'était un petit témoignage de président. Je reprends la parole du coup, mais parce que par esprit d'escalier, ça me fait penser à quelque chose. J'ai pas toujours travaillé à la Fondation des Hôpitaux. Avant, j'étais dans les tutelles, j'étais à la RS Île-de-France pour pas nommer. Voilà. Donc du coup, je sais que vous êtes. Comment les soignants peuvent être confrontés aussi à la violence également des patients, à l'irritabilité, à l'impatience, à ce côté aussi clientélisme, etc. Pour autant, ce que je voudrais ici témoigner, c'est que si je prends juste Pièce jaune 2023, c'est 5,7 millions de collectes. Et sur ces 5,7 millions de collectes, c'est 700 000 € simplement d'entreprises. Tout le reste, c'est la population française. Et donc, vraiment, je pense que vous avez... Du coup, moi, je le vois par rapport à ces collectes et quand même à ces levées de fonds qu'on arrive à faire auprès de la population, même si c'est un petit peu d'argent, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'on a une population française qui aime ses médecins, qui aime son hôpital, qui est attachée. Et c'est pour ça que je disais, il faut donner à voir et il faut être dans quelque chose de positif aussi de ce qui marche, à la fois pour vous, les professionnels, parce que ça remet du baume au cœur et on se dit, bah mince, il y a quand même des trucs qui fonctionnent, et à la fois pour la population qu'elle vienne vers vous, et qu'il y ait à un moment donné un point de rencontre. Ça paraît un peu con ce que je dis, ou cucu, mais sincèrement, j'y crois, parce que nous, on le voit dans les messages qu'on porte, si c'est du pathos, ça marche pas, ça donne pas. Si c'est vraiment du vrai, du sentiment, regardez ce que les soignants ont mis en place comme projet, au bénéfice de telle et telle catégorie de patients, là ça marche et là ça fonctionne et il y a un lien, il y a vraiment une connexion qui se fait. Alors pour conclure, Hugues, tu voulais... Je voudrais juste préciser quelque chose. Quand je parlais de sentiment d'appartenance, moi le sentiment que j'ai, mais vous allez peut-être me dire le contraire, c'est qu'il y a un vrai sentiment d'appartenance à l'hôpital, à la maison hôpital. Le sien ou celui dans lequel on va faire son stage d'après, et ainsi de suite, et particulièrement à l'hôpital public. Quand je disais qu'il n'y a pas de sentiment d'appartenance, c'est que nous, on le voit en tant qu'APHP. On a fait un baromètre interne qui a été diffusé à la totalité des populations. Il y a 3% des internes qui ont répondu. Or, un baromètre, alors c'est un baromètre qui nous permet de prendre le pouls des endroits où il faut, enfin des sujets et des endroits qu'il faut pousser, sur lesquels on a besoin de construire des plans d'action. Du coup, on est très démunis du côté des internes parce que 3% de réponse, c'est quand même très très peu. C'est pas statistiquement suffisamment représentatif. Du coup, on est un peu embêté pour se dire, voilà ce qu'il faudrait faire. Et pour autant, c'est une population clé dans un hôpital, évidemment. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais donc, sentiment d'appartenance, pour moi, c'était pas tellement... Enfin, je suis d'accord avec vous, l'appartenance se fait à l'hôpital, mais elle ne se fait pas sur... nous, notre maison, elle est très grande, parce qu'on a 38 hôpitaux. Et du coup, il n'y a pas de sentiment d'appartenance à cette maison-là. Voilà, c'est ça que je veux dire.
juste, tu as parfaitement illustré par votre engagement là, qui est remarquable, que en fait, dès aujourd'hui, tu vois les difficultés en fait, qu'a un chef de service à communiquer. Et tu vois, alors qu'en fait, si tu n'avais pas pris ce poste-là, eh ben, tu serais peut-être passif. Et en fait, tu attends que la communication arrive à toi. Et donc, en fait, arriver à trouver les leviers de réengagement, d'engagement en fait, des personnes dans l'hôpital, avec cette marque, avec cette unité, ce corps, en fait, bah, c'est tout l'enjeu d'avenir pour pouvoir que les gens... et je pense que de toute façon, les nouvelles générations, elles arrivent, mais elles arrivent différemment. Quand j'ai pris ma chefferie de service, je me suis beaucoup interrogé sur la génération Y. Je suis un peu entre les deux et je me suis intéressé au Boson Project. Je ne sais pas si vous connaissez. Boson Project, en fait, c'est les nouveaux RH, en fait, trentenaires, qui arrivent quarantenaires maintenant, et qui ont vu comment réengager en fait l'homme au cœur de l'entreprise. Et c'est pas du tout de la médecine. Ben, c'est assez génial en fait de voir que chaque génération passe et chaque génération a ses opportunités en fait sur lesquelles il faut surfer, avec qui il faut travailler. Moi, j'ose pas prendre la parole après. Bien, c'est bientôt l'heure de terminer. Je prends le relais, du coup. Repose-toi, repose-toi. En tout cas, nous sommes ravis de pouvoir, du coup, avoir pris le temps avec vous d'échanger en 40 minutes. Hein. C'est toujours assez complexe comme exercice. En tout cas, je remercie aussi une autre forme de communication. C'est Marine Dunier qui est juste là, qui nous a fait l'honneur de faire un petit dessin de ce qui a été dit. Voilà, c'est une autre forme de communication, de passer des mots à la vulgarisation. Donc là, c'est un autre exercice. Donc ce sera publié peut-être sur les réseaux, sur LinkedIn. Donc c'est Marine Dunier. Donc voilà, je te remercie pour ton aide. Et puis après, on peut prolonger les discussions sur les réseaux, chacun à son LinkedIn, ou alors sur les tables juste à côté pour libérer l'espace. Mais en tout cas, merci de votre présence et puis à très vite. Merci à vous. Oui. Il peut y... Oui. On peut faire des dédicaces, oui, en effet. Des dédicaces du livre. On se met juste sur la table d'à côté. Hein.